Donc, je vous disais, on va reprendre donc, le chapitre 4 sur la valeur temps de l'argent et on va s'intéresser en particulier à des séquences de flux spécifiques, car régulières. Alors, on va distinguer, il y a deux critères. On va distinguer les rentes et les annuités. Et puis, on va considérer donc des rentes constantes, des annuités constantes et des rentes croissantes ou des annuités croissantes. Vous allez voir. Ok, allons-y. Alors, quel est l'intérêt de tout cela? Eh bien, vous avez vu tout à l'heure que lorsqu'on devait calculer la valeur actuelle d'une séquence de flux, on avait de nombreuses opérations réalisées. Si on a des séquences de flux avec des mensualités, donc des paiements mensuels qui sont étalés sur une trentaine d'années, eh bien vous avez tout de suite énormément de flux, 360 dans mon exemple, hein. Et donc c'est rapidement fastidieux. Or, il y a des cas particuliers où vous pouvez simplifier les calculs, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce n'est valable évidemment que dans des cas très particuliers. On va commencer par les rentes perpétuelles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rente perpétuelle? Eh bien, c'est une séquence de flux qui verse un même... excusez-moi, une rente perpétuelle, c'est une séquence de flux à l'infini, avec une infinité de versements. D'accord. Donc ici, je vous la représente dans le cas d'une rente perpétuelle constante, puisque le flux qui est versé à chaque période jusqu'à l'infini, ce flux, il est constant. Et il est enregistré, et c'est tout aussi important, à intervalles réguliers. Donc les périodes ici, je prends par exemple des années, c'est chaque année un même flux. Et ça pour un nombre de périodes indéfini. OK? Donc, comment on peut s'écrire la valeur actuelle d'une rente perpétuelle? Eh bien, on peut l'écrire de cette façon. C'est la somme des flux actualisés jusqu'à l'infini. Et si j'utilise la somme, le symbole des sommes algébriques, eh bien, je représente cela de cette manière. Alors, il y a comme un paradoxe, ce n'en est pas vraiment un, mais il y a comme, en tout cas, ça peut a priori vous paraître un peu étrange. Est-ce qu'on peut calculer là, finalement la somme d'une séquence de flux avec un nombre infini de termes? Eh bien, on va voir que c'est possible. C'est possible parce que eh bien, cette somme converge. Hein, on va prendre la limite, et cette limite, elle converge vers une somme, vers une valeur finie. Pourquoi? Parce que tout simplement, on observe que le facteur d'actualisation, ici 1 sur 1 plus R, hein, le facteur d'actualisation c'est 1 sur 1 plus R, ce facteur d'actualisation, il va très vite diminuer à tel point que donc notre somme va croître à chaque fois, mais de manière tout à fait infinitésimale, hein, dès lors que n sera grand, et donc on a cette opération converge vers une valeur finie, c'est ce qu'on va calculer. Donc là, j'ai dit les choses de manière un peu mathématique, hein, très simplement. On va maintenant aborder une approche très finance, hein, parce que c'est ce qui m'intéresse ici. On va raisonner dans le cadre de la loi du prix unique sur laquelle j'ai beaucoup insisté la semaine dernière. Alors, on va voir d'ailleurs comment on crée une rente perpétuelle. Alors, imaginons que vous ayez 100 € à placer. Vous avez 100 € à placer au taux d'intérêt de 5%. Ces 100 € vous rapportent bien sûr 105 € dans un an. Eh bien, dans un an, vous pouvez retirer 5 € et placer de nouveau 100 € pour un an. D'accord? Vous avez 100, vous placez 100 € une première fois, donc vous touchez 105 € plus 105, vous replacez 100 € et ça, vous le faites à chaque période. Si vous faites ça, vous voyez bien que vous êtes capable de dégager un flux de 5 € qui est constant et ça,
et cela pour un nombre infini de périodes. D'accord? Par simple application de la loi du prix unique, la valeur actuelle de cette rente perpétuelle, elle doit être, je pense que vous l'avez deviné, elle doit être de 5 euros. Pourquoi? Pour toucher 5 euros tous les ans à l'infini, il faut pouvoir investir 100 euros qu'on replace à chaque fois, d'année en année. Donc, la valeur actuelle d'une rente perpétuelle de 5 euros est évaluée à 100 euros. OK? Il y a bien sûr une hypothèse importante faite ici, c'est que le taux d'intérêt est constant. Alors, juste, s'il vous plaît, pensez à bien couper vos micros, parce que sinon ça interfère et le son est de moins bonne qualité. Merci de penser à couper vos micros. Cet exemple-là, on peut facilement le généraliser. En plaçant un montant P, il est possible de retirer chaque année le montant des intérêts. Le montant des intérêts, il correspond à R fois P, c'est notre flux. Et donc, cette formule-là, on a une représentation très simple de la valeur actuelle d'une rente perpétuelle. Si F égale R sur P, alors P égale F sur R. J'ai des questions? Est-ce que j'ai des questions? Non, c'est bon pour tout le monde, très bien. Ok, donc je continue. Voilà. Allez-y. Vous êtes une association d'étudiants, du Master Finance, par exemple, et vous décidez de créer un gala annuel. Pour financer ce gala annuel, vous allez réaliser une levée de fonds auprès des anciens étudiants. Donc vous allez faire un peu de communication auprès des alumni pour leur demander de l'argent qui pourra être utilisé pour financer ce gala. Vous estimez que le coût annuel du gala est 30 000 euros et vous avez un taux fixe de 8%. Le premier gala est prévu dans un an. La question que je vous pose est très simple. Combien vous devez réunir aujourd'hui de manière à être en mesure de financer ce gala chaque année, éternellement, pour un nombre infini ou indéfini de périodes? Je vous écoute. Je vous écoute. Surtout, je vous laisse réfléchir et me proposer une solution. Allez-y, c'est votre tour, je m'arrête. Je vous laisse réfléchir. Il suffit, alors, j'ai là quelques réponses intéressantes. Ici, on est face à une rente perpétuelle. Alors, je vais... voilà le diagramme des flux. Ce qu'il nous faut, c'est réussir à financer 30 000 euros par an. Et ça de manière à l'infini. Et donc, pour cela, je dois constituer une rente perpétuelle. Et le montant de cette rente perpétuelle est de 375 000 euros. 375 000 euros qui correspond évidemment à 30 000 euros divisé par 8%. OK? Bon, certains de vos camarades avaient
réussi sans problème cet exercice. Cet exemple-là, un tout petit peu simplifié, il est à la base de la gestion de beaucoup de projets universitaires aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en France. Vous savez qu'en France, le budget des universités est essentiellement défini donc, par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec donc des dotations annuelles. Aux États-Unis, le système est un peu différent puisqu'on a des endowments, autrement dit des dotations qui sont utilisées par les universités sous la forme donc de ce type de rente perpétuelle. Lorsque les anciens étudiants donnent de l'argent à Harvard, Harvard conserve cette somme et en multipliant donc les dons, Harvard met en place ce type de rente perpétuelle et gère ses dotations de manière à se créer un flux régulier. L'idée, c'est de ne pas consommer donc, le capital qui a été constitué par les dons des anciens étudiants, mais simplement de financer l'activité à partir des revenus du capital. Donc c'est un système qui est vraiment très différent du système français et qui fait qu'aujourd'hui, les grandes universités américaines sont à la tête de fonds qui pèsent plusieurs milliards. On se dit que si la Sorbonne avait eu cette idée au moment de sa création, il y a plus de 800 ans maintenant, on serait effectivement une des universités les plus riches au monde. Bon, malheureusement, on n'a pas eu ce fonctionnement-là à l'origine, ce qui est peut-être un peu dommage aujourd'hui, mais enfin, j'insiste sur ce point pour que vous compreniez bien donc, ce type d'approche. Et pour être tout à fait complet, ce type d'approche, il a aussi quand même des inconvénients. Ici, on suppose que le taux d'intérêt est fixe. En pratique, il ne l'est pas. Et donc, ça pèse sur la gestion des universités américaines. Et en cas de crise, les universités américaines sont obligées de faire des coupes drastiques dans leur budget, ce qui n'est pas le cas pour nous en France. On a bien sûr des budgets qui sont beaucoup plus lisses. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients à ce type de financement. Bon, je mentionne ça pour votre compréhension globale, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre surtout le mécanisme pour la création de ce type de rente. Voilà, j'insiste un peu parce qu'on peut se demander pourquoi on étudie en rente perpétuelle, une rente à l'infini, à quoi ça sert? Ça sert pour certaines institutions qui veulent avoir des ressources donc, à très très long terme. Et d'ailleurs, j'en profite également pour signaler que sur les marchés financiers, des titres perpétuels existent. On a des rentes perpétuelles qui sont encore en vigueur aujourd'hui et qui ont plus de 300 ans d'existence. Ce sont des rentes qui ont été... alors la plus vieille que l'on ait aujourd'hui et la rente perpétuelle la plus... excusez-moi, je me reprends. La rente perpétuelle qui a été émise le plus loin dans l'histoire à ce qu'on a pu repérer aujourd'hui. Bon, vous m'avez compris. La plus vieille rente perpétuelle connue à ce jour, elle a plus de 300 ans et elle est liée à une émission réalisée aux Pays-Bas en 1700. Donc, c'est dire que ce type d'outils sont pas majoritaires, mais existent sur les marchés financiers. Et puis, une dernière remarque, même si vous n'avez pas des flux à l'infini, parfois l'utilisation des rentes perpétuelles, c'est une bonne approximation lorsque vous avez un très grand nombre de flux sur un très grand nombre de périodes. Voilà, donc si on fait cet exercice-là, c'est aussi parce que dans nos modèles, c'est parfois très utile d'avoir cette simplification. Vous voyez à quel point le résultat se calcule simplement. Au lieu d'avoir une séquence de flux pour lequel vous devez calculer à chaque fois la valeur actuelle, vous avez juste une division F sur R. C'est extrêmement parcimonieux comme approche. Bon, j'avance. Maintenant, on va passer aux annuités constantes. Alors, les annuités constantes, les annuités constantes, ce sont des séquences de flux régulières et finies.
Donc, vous avez n périodes. À chaque période, vous avez un même flux F. Et les périodes sont espacées régulièrement. Donc ici, on va parler d'annuité parce qu'on a des périodes d'un an. Mais en fait, on parle d'annuité, y compris lorsqu'on a des périodes d'un mois, d'un semestre, qu'importe. Les annuités, il suffit que la période soit régulière. Alors, c'est vrai qu'aussi, lorsque les périodes sont par exemple des mois, on parlera plus volontiers de mensualité. Mais l'annuité, ça reste un terme générique. Donc voici comment se traduit une annuité par rapport à la formule générale pour la valeur actuelle. Qu'est-ce qui change? Eh bien, d'habitude, vous avez un flux qui est indicé. Vous avez ici F1, F2, F3, Fn. Bien ici, comme tous les flux sont égaux, on n'a pas besoin d'indiquer, donc de préciser la date du flux, mais bien sûr, il faut convenablement l'actualiser. Et vous avez ici donc la formule simplificatrice. Alors, on va utiliser le même raisonnement que précédemment, à savoir la loi du prix unique, pour valoriser une annuité constante. Donc, on reprend l'exemple précédent, mais ce n'est pas une séquence de flux infinie, c'est une séquence de flux qui s'étale sur 20 ans. Donc, vous placez initialement 100 euros, 100 euros qui vous rapportent au taux de 5%, 105 euros dans un an. Vous retirez uniquement le montant des intérêts et vous réalisez l'opération. Eh bien, 20 fois. À la période 20, eh bien, vous obtenez 105 euros. Et cette fois-ci, évidemment, ces 105 euros, eh bien, vous les retirez en intégralité. Donc, vous avez une séquence de flux de 5 euros pendant 20 périodes, plus un flux de 100 euros. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer l'annuité constante. Eh bien, c'est pas grave. Je vais faire un peu d'algèbre et ça va me permettre d'avoir uniquement la séquence de flux de 5 euros. J'obtiens l'égalité suivante à partir de l'application de la loi du prix unique à mon exemple. Les 100 euros versés initialement me permettent eh bien, d'obtenir une annuité de 5 euros pendant 20 ans, excusez-moi, plus 100 euros dans 20 ans. Et donc, en valeur actuelle, on doit bien avoir la même chose. 100 euros, c'est la valeur actuelle de mon annuité, plus la valeur actuelle de mon flux de 100 euros dans 20 ans. Et je vous disais, ce qui m'intéresse, eh bien, c'est simplement l'annuité de 5 euros. Eh bien, je passe ce terme-là. Vous voyez avec ma flèche, je passe ce terme-là à gauche. Et j'ai tout simplement le résultat. La valeur actuelle d'une annuité de 5 euros pendant 20 ans, c'est 100 moins la valeur actuelle de 100 euros dans 20 ans, donc moins 100 divisé par 1,05 puissance 20. Autrement dit, 62,31. Voilà comment ici, par application de la loi du prix unique, j'ai résolu mon problème de calcul pour une annuité constante. J'insiste sur le fait que le raisonnement là, c'est vraiment un raisonnement de finance qui a été appliqué. Pourquoi? Parce que si vous prenez des manuels de mathématiques financières, surtout en France, habituellement, cette formule-là est en fait la résultante d'une opération qu'on verra plus tard sur les suites géométriques. Mais plutôt qu'avoir cette approche mathématique, moi je préfère ici avec vous avoir cette approche purement finance. Les détails mathématiques, je vous les donnerai un petit peu plus tard. Ici, bien sûr, on peut généraliser. Je suis parti d'un exemple pour être clair et vous donner les principales intuitions, mais on peut bien sûr généraliser. Le principal, c'est la valeur annuelle, la valeur actuelle de l'annuité pendant une période, plus la valeur actuelle du principal que l'on récupère à la date n. Et donc, en réorganisant les termes, on obtient bien la valeur actuelle de notre annuité qui correspond à ceci. Puis on met le principal en facteur.
Comme précédemment, le flux F, on sait que c'est R fois P, et donc on peut remplacer P par F sur R, et on obtient au final la formule peut-être la plus importante de ce cours. Celle-là, vous devez la prendre par cœur, encadrez-la, apprenez-la par cœur. La valeur actuelle d'une annuité pour un flux F fixe, donc un constant, pendant n périodes, au taux d'intérêt petit r, c'est ceci, F sur R, facteur de 1 moins 1 sur 1 plus R puissance n. Je le dis, je le répète, cette formule, vous devez l'apprendre par cœur. C'est une des rares formules qu'il faut apprendre dans ce cours. Alors, bien sûr, quand je dis apprendre par cœur, elle se retrouve très simplement. N'apprenez pas bêtement. Vous pouvez la retrouver comme on vient de le faire. Mais en tout cas, on va s'en servir quantité de fois. On va s'en servir une centaine de fois au bas mot dans le cadre des exercices du cours, à la fois lorsqu'on va s'intéresser aux obligations, lorsqu'on va s'intéresser à la gestion des actions, lorsqu'on va faire réaliser de l'évaluation de projets d'investissement, on utilisera très souvent cette formule. Ok, donc vous l'enregistrez bien dans votre tête, dans vos carnets, comme vous voulez. Ok. Un petit exemple d'application, je vous laisse là aussi une petite minute pour réfléchir. Donc la loterie nationale, c'est un jeu qui n'existe plus aujourd'hui, mais à un moment ça avait été proposé par la loterie nationale. Donc voilà, c'était le tac au tac, je crois, qui obéissait à des règles qui étaient relativement proches. Bon, le jeu n'existe plus, mais qu'importe. Donc c'est un jeu, et si vous gagnez, vous avez le choix. Vous avez le choix entre deux possibilités. Soit on vous verse 1 million d'euros pendant 30 ans avec un premier versement aujourd'hui. Donc vous avez 1 million d'euros pendant 30 ans. C'est une jolie rente. Soit on vous verse 15 millions d'euros immédiatement. Le taux d'intérêt est de 8%. Quelle est la meilleure solution? Alors, vous pouvez me dire, bah, ça dépend. Ça dépend si on veut l'argent maintenant ou si on est patient. Bien sûr, si vous me répondez de la sorte, c'est que vous n'avez pas compris ce qu'on fait depuis le début. J'insiste, mais ici, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Ça ne doit pas dépendre de vos préférences. Que vous soyez patient ou pas, ça n'a pas d'impact. Il y a une bonne réponse, une réponse qui vous permet d'avoir plus d'argent qu'une autre, au fond, qui est l'objectif ici. Ce n'est pas le seul objectif dans la vie, mais ici, dans notre exercice. L'objectif, c'est de maximiser ces flux. Et ça ne dépend pas de vos préférences. Voilà, je meuble, mais à vous de réfléchir maintenant. Je vous laisse une minute pour répondre. Je vous laisse un petit peu plus de temps parce qu'il y a quelques pièges dans cet exercice.
Est-ce que Jean-Michel se sent de répondre? Vous m'entendez? Oui, J'ai pas encore fini l'exercice en fait. d'accord. Je laisse un peu plus de temps alors. Je pense qu'il faudrait plutôt prendre l'option de 15 millions d'euros immédiatement. Ok, pouvez-vous nous dire pourquoi? Puisque si on les investit au taux d'intérêt de 8%, c'est 15 millions d'euros. On a un total de... Attendez, j'ai perdu le calcul. On va gagner plus de 10 millions d'euros. Alors, ce qu'il faut, c'est raisonner soit en valeur actuelle, soit éventuellement on peut le faire en calculant la valeur future, mais l'objectif de cet exercice, c'est bien de transformer ces séquences de flux en un flux unique pour pouvoir les comparer. Parce qu'on voit bien que dans un cas, on a un flux, dans l'autre, on a une séquence de flux. A priori, ce n'est pas comparable, donc il va falloir transposer les flux de manière à rendre tout cela comparable, donc soit en valeur future, donc dans 30 ans, soit en valeur actuelle. Ici, on va le faire en valeur actuelle parce que c'est la norme et puis ça nous parle, évidemment, parce que la valeur actuelle, c'est la valeur d'aujourd'hui. Ça semble quand même plus intuitif. D'accord? C'est pour ça que dans votre réponse, je ne sais pas Ok. si elle est bonne ou pas, hein, mais dans votre réponse, soyez plus rigoureux sur est-ce que vous parlez en valeur actuelle ou en valeur future? Dans votre cas, de quoi s'agit-il? Enfin, J'essaie de ramener en valeur actuelle. d'accord. Alors, en valeur actuelle, on continue à interagir tous les deux, hein. L'idée, c'est d'expliquer les choses le mieux possible, hein. Ouais. Donc, en valeur actuelle, 15 millions d'euros, c'est 15 millions d'euros. En revanche, ce que vous avez, donc, maintenant je comprends un peu mieux, calculé, c'est la valeur actuelle de la séquence de flux d'1 million d'euros. C'est ça. C'est ça, d'accord. Qu'on va comparer aux 15 millions d'euros. C'était la bonne approche. Et donc, c'est 1 million d'euros fois, excusez-moi, je me suis trompé, 1 million d'euros divisé par 1 sur 1 plus R, plus 1 million d'euros divisé par 1 plus R au carré, et ainsi de suite. Et comme cette somme est régulière, on peut appliquer la formule simplificatrice que je viens de vous proposer. C'est ce que vous avez utilisé. C'est ça. Ok. Et effectivement, on n'est pas loin de 10 millions, enfin un peu plus, hein, on va faire. Il y a un petit piège. Il y avait juste un petit piège. La séquence de flux, elle est enregistrée en début de période. Alors que jusqu'à présent, nous, on a considéré que des flux en fin de période. D'accord. Donc, on ne peut pas appliquer directement la formule précédente. Il faut être un tout petit peu attentif, puisque si on a 30 versements, c'est un problème de logique de base, hein, mais attention, ce piège-là, souvent les étudiants tombent dedans, c'est pas grave, hein. Faut juste avoir conscience une fois pour toutes maintenant. Mais si on a 30 versements, eh bien le dernier versement, il a lieu à quelle date? Il a lieu à la date 29 et pas 30. Hein, je répète, il faut être très vigilant lorsque les flux sont enregistrés en début de période. Le début de période de la 30e année, donc qui correspond au 30e versement, eh bien, il correspond à la fin de l'année 29. Donc, quand on calcule la valeur actuelle de ce flux, c'est 1 million divisé par 1 plus R puissance 29 et pas puissance 30.
Donc, il faut faire attention à ça. Donc ça, c'était le petit piège. Alors, allons-y. Si on calcule la valeur actuelle de cette séquence, eh bien, on ne va pas prendre en compte ce premier flux-là, puisqu'il est enregistré en début de période. Et nous, notre formule, elle s'applique pour des flux enregistrés en fin de période. Donc, on va partir de celui-ci, du flux à la date 1, jusqu'au flux à la date 29. On a 29 flux d'1 million d'euros, ce qui nous fait une valeur actuelle de 11,16 millions d'euros par application de la formule précédente, F sur R fois 1 moins 1 sur 1 plus R puissance n. Et puis, on ajoute 1 million d'euros, qui est le flux versé à la période 0, pour un total de 12,16. Voilà. Donc au final, je ne sais pas en plus si vous aviez la calculatrice sous la main, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas. Au final, vous aviez raison, à savoir, il vaut mieux recevoir 15 millions d'euros aujourd'hui. Il vaut mieux recevoir 15 millions d'euros, puisqu'en valeur actuelle, la séquence de flux alternative ne vaut que 12 millions d'euros. Donc on préfère recevoir 15 millions d'euros. OK. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Il y avait quand même un petit piège qui n'était pas évident. La première fois, il est normal que vous tombiez un peu dans le piège. Mais justement, cet exemple est là pour vous mettre en garde. Et maintenant, j'espère que vous ferez plus attention à ce point qui est pas évident. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord. Alors, Myriam demande s'il y avait une autre méthode. En fait, oui, vous pouvez par exemple calculer la valeur future de la séquence de flux et du paiement de 15 millions et les comparer. Oui. Et vous pouvez en fait vous situer à n'importe quelle date, soit la date 0, comme on l'a fait dans l'exemple ici que vous avez sous les yeux, soit, comme je viens de vous le dire, en se plaçant à la date finale, soit à n'importe quelle date intermédiaire. Alors évidemment, ça n'a pas beaucoup de sens de le faire à n'importe quelle date intermédiaire, mais c'est possible. Et la conclusion aurait été la même. Ça ne change évidemment pas la conclusion. OK. Et puis pour répondre peut-être que vous, quand vous parlez d'autres méthodes, vous avez en tête le fait de ne pas utiliser la formule simplificatrice. Vous avez raison. Si je ne vous avais pas présenté cette formule simplificatrice, qu'est-ce que vous auriez fait? Je pense que vous ne vous seriez pas trompé, vous ne seriez pas tombé dans le piège, puisqu'à partir du diagramme de flux, vous auriez calculé la valeur actuelle de chacun des flux. Il y en a 30, donc c'est un petit peu fastidieux, mais vous auriez eu la bonne réponse. Donc, pour répondre à Myriam, est-ce qu'il y a une autre méthode? Oui, il y en a plein. Vous pouvez choisir des dates différentes et vous pouvez, en plus, ne pas utiliser la formule simplificatrice, mais utiliser un calcul plus standard où vous calculez la valeur actuelle de chacun des flux séparément. Alors, c'est un petit peu long, mais avec Excel, ça va, ça se fait très bien. Et bien sûr, ça conduit au même résultat. Une dernière remarque, j'aime bien cet exercice-là. C'est pour ça que je passe un peu plus de temps. Une dernière remarque pour montrer que même si vous voulez constituer une rente de 1 million, vaut mieux les 15 millions aujourd'hui. Non, mais je pense, puisque j'ai beaucoup insisté là-dessus la semaine dernière, que maintenant vous en êtes convaincus. Mais vérifions-le encore une fois. Avec les 15 millions d'euros, si vous voulez vous constituer une rente, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, alors je vous laisserai détailler chez vous les calculs, mais avec les 15 millions d'euros, vous pouvez dépenser immédiatement 3,84 millions d'euros, ce qui vous laisse, vous empochez cette somme, et puis le reste, c'est les 11,16 millions. Eh bien, vous pouvez les placer. C'est le montant qui permet exactement d'obtenir 1 million d'euros par an pendant les 29 prochaines années. On ne va pas refaire tout le calcul ici, ça prendra un tout petit peu de temps, mais si vous voulez, vérifiez-le chez vous. Vous pouvez très bien constituer vous-même cette rente. C'est pour ça que c'est plus intéressant. Il vaut mieux les 15 millions et puis constituer sa rente soi-même plutôt que d'avoir cette rente de 1 million d'euros pendant 30 périodes. Voilà. Une petite
toute dernière remarque ici, toujours, on fait l'hypothèse que le taux d'intérêt est fixe. Évidemment, si le taux d'intérêt est différent, ça peut changer la donne. Et si le taux d'intérêt varie, c'est également à prendre en compte, mais ça, on verra un petit peu plus tard. OK. On a vu le calcul, je poursuis le cours, on a vu le calcul pour la valeur actuelle d'une annuité constante. Lorsqu'on veut calculer la valeur future d'une annuité constante, eh bien, on utilise la formule qu'on a déjà vue ensemble. La valeur future, c'est simplement la valeur actuelle fois 1 plus A puissance n. Donc, comme vous avez le calcul de la valeur actuelle, je le répète, f sur r facteur de 1 moins 1 sur 1 plus A puissance n, eh bien, vous multipliez par 1 plus A puissance n. Il y a quelques éléments qui se simplifient et vous avez ce résultat-là. Donc, l'équation 4,10, c'est une nouvelle équation, mais attention, celle-ci, contrairement à la précédente, je ne vous demande pas de la prendre par cœur. Au contraire, je vous demande de la retrouver si vous en avez besoin. Je peux très bien, et vous pouvez très bien, je peux très bien à l'examen, mais au-delà de l'examen, on se moque un peu de l'examen. Mais plus tard, vous aurez peut-être besoin de calculer une valeur future. Ça ne sert à rien d'avoir en tête. Il faut utiliser la valeur actuelle et la transposer dans le futur. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Mon point consiste à dire qu'il ne faut pas s'embrouiller la mémoire de formules inutiles qu'on est capable de retrouver. Je préfère que vous fassiez plutôt appel à votre logique qu'à votre mémoire. Et même si vous en doutez, d'expérience, je le sais, puisque j'ai eu quantité d'étudiants, vous êtes meilleur en logique que vous avez une bonne mémoire. Donc voilà, insistez sur vos points forts. Vous êtes meilleur en logique que vous avez une bonne mémoire. Donc inutile de vous encombrer l'esprit avec cette formule. Je vous la présente pour voir comment ici, en fait, c'est une démonstration très simple de la formule. Mais il ne s'agit pas de l'apprendre par cœur. Un autre exemple, bon, j'espère que vous vous rendez compte, mais les exemples sont de plus en plus intéressants, je trouve, en tout cas de plus en plus proches de la réalité. Hein. Ici, vous avez, donc dans l'exercice, c'est Constance, elle a 35 ans, elle veut constituer son épargne retraite. Donc, elle décide d'épargner 10 000 € tous les ans jusqu'à ses 65 ans. D'accord. Le compte retraite est rémunéré à 10%. De quelle somme Constance disposera-t-elle le jour de ses 65 ans? Donc, vous voyez, l'exemple est très pratique. Comment se constituer une épargne retraite? Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour y réfléchir. C'est pas évident. Je vous laisse un peu de temps. OK? Tout le monde saisit bien l'enjeu ici? OK, je vous laisse réfléchir.
C'est bon? Vous y êtes? Alors là aussi, c'est important d'avoir la timeline. Donc l'échéancier, vous allez voir ici, moi je vous recommande d'adopter cette approche. J'ai l'âge en plus de la date. Ça me permet de ne pas me tromper. Donc Constance a aujourd'hui 35 ans. Ça coïncide avec la date 0. Alors on part d'une date anniversaire pour pas complexifier inutilement. Et puis donc à 65 ans, on sera à la période 30. Ok. Les flux ont lieu en fin d'année, c'est 10 000 € en fin d'année, à la période 1, à la période 2 jusqu'à la période 30. C'est donc des flux avec des intervalles de temps réguliers et les flux sont constants, donc on est dans le cadre d'une annuité constante. Il suffit d'appliquer la formule précédente. Alors, soit vous calculez la valeur actuelle et vous la transposez dans le futur, ce que je vous conseille de faire, soit, parce qu'on vient de le voir juste à l'instant, vous appliquez directement la valeur future si vous l'avez en tête, et vous obtenez donc un capital de 1 645 000 € à 65 ans. Donc, un capital important, parce que l'épargne est importante, 10 000 € par an, et parce que, surtout, le compte retraite est rémunéré à 10%, ce qui est très important. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, ou peut-être, oui, je ne pense pas qu'on ait le temps aujourd'hui, mais on verra des exercices un peu plus complets sur justement l'épargne retraite, et ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Alors, vous avez bien sûr entendu parler des 2 régimes de retraite principaux qui existent. La retraite, comment on appelle ça déjà? Le système en France, c'est une retraite par... le régime de retraite en France, il est basé sur des cotisations qui servent à payer les pensions des retraités. Il y a un nom, mais sur le bout de la langue, il ne me revient pas, qu'importe. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le système de retraite par capitalisation, où il n'y a pas de transfert entre les générations, mais où on se constitue une épargne retraite en vue de créer, un patrimoine que l'on va consommer durant la retraite. Donc, il y a 2 aspects. Il y a la constitution du patrimoine, et puis après, on va dépenser ce patrimoine. Et donc, on verra ça dans un ensemble, dans le cadre d'un modèle un peu plus complet plus tard. Et merci, Daniel, de venir à mon secours. Il s'agit bien sûr du système par répartition qui est en vigueur en France pour le système général. Mais ce système par répartition, il peut être complété par un système par capitalisation, notamment pour les fonctionnaires ou pour les cadres. Et donc, c'est intéressant aussi de comprendre comment il fonctionne. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne aux Pays-Bas, comme ça que ça fonctionne aux États-Unis aussi. Donc, c'est intéressant de connaître le système par capitalisation. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Là, on n'a que, vous voyez bien, j'effleure un peu le sujet, mais là, on n'a que le premier volet du système par répartition. On verra le second volet un peu plus tard, où on consomme notre patrimoine. Et comment tout ça s'équilibre surtout. C'est quand on met les 2 volets ensemble que ça devient intéressant. Ok, donc je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières. Non, c'était bon sur le calcul, c'était pas très compliqué. Donc je poursuis. Les rentes perpétuelles croissantes. On a vu jusqu'à présent, que ce soit des annuités ou des rentes perpétuelles, on a vu des cas où les flux étaient les mêmes à chaque période. Ici, on va considérer des cas où les flux changent à chaque période, mais pas n'importe comment. Parce que si les flux sont complètement aléatoires, dans ce cas-là, on en revient à la formule générale. On a d'autres choix que d'actualiser chacun des flux séparément. Mais si ils varient de manière régulière, ils ne sont pas constants, mais varient de manière régulière, notamment avec ici donc un taux de croissance G. Alors attention, ce taux de croissance peut éventuellement être négatif. Il n'est pas forcément positif, donc ça peut croître ou décroître, à voir. Ici, donc, on a un flux qui va être multiplié par 1 plus G à chaque période.
Eh bien, comme la croissance, elle est régulière, on peut utiliser une formule simplificatrice pour calculer la valeur actuelle de cette séquence de flux. Alors, voici comment elle s'écrit de manière générale. La valeur actuelle, c'est la somme à l'infini de ce flux qui croît au taux 1 plus g puissance n-1 qu'on rapporte au facteur d'actualisation 1 plus r puissance n. On peut utiliser exactement le même raisonnement que celui utilisé précédemment avec l'application de la loi du prêt unique pour évaluer cette rente perpétuelle croissante. Excusez-moi, monsieur. Il va falloir faire quelques petites modifications. Jusqu'à présent, on consommait uniquement les intérêts. Ici, on ne va pas consommer l'intégralité des intérêts. Pourquoi? Parce que si on veut pouvoir avoir des flux croissants dans le temps, il faut que notre patrimoine soit lui-même croissant. Et d'ailleurs, les flux, comme le patrimoine, croient au même taux. Alors, on me demande de remettre la diapo précédente, hein. C'est celle-ci. Et Lourtani, excusez-moi, vous avez une question? Non, c'est bon, c'était juste pour noter la formule. Merci beaucoup. D'accord. Non, il n'y a pas de problème. Une petite parenthèse, vraiment. Les diapos, je vous les envoie dès que la fin du cours. Voilà. J'aurais dû vous les envoyer plus tôt. Bon, comme le cours a été un peu chamboulé du fait du Covid, hein, ça a un peu chamboulé les choses. Mais je vous envoie la diapo dès la fin du cours. Donc voilà, c'est pas la peine de noter toutes les formules, hein. Vous pouvez prendre des notes, bien sûr. Mais le support, il vous sera envoyé. Et je compte également mettre la vidéo en ligne sur YouTube au cas où, si un passage vous a un peu échappé, vous aurez l'occasion de regarder. Alors, c'est pas la peine de regarder les 3 heures, mais vous pourrez choisir de regarder quelques petits passages. Voilà. Ok, donc faire en sorte que vous ayez un maximum d'éléments pédagogiques. Je ferai ça à la fin du cours. Donc, je vous disais, si vous voulez faire croître votre dotation, pour faire croître vos revenus, eh bien, vous ne devez pas consommer l'intégralité de vos intérêts. Donc ici, on va consommer juste la première période 3 €, ce qui permet donc de faire croître notre patrimoine, ce qui permet, vous l'aurez compris, de faire croître également les intérêts sur ce patrimoine. Et vous pouvez ainsi augmenter vos flux. D'accord? Et donc, si on adopte le même raisonnement, je me dépêche un tout petit peu parce qu'on a pris du retard. Si on adopte le même raisonnement, on a une formule qui est extrêmement simple pour évaluer une valeur actuelle croissante. Cette formule, c'est la suivante. Enfin, le principal va être égal à F sur R-G. D'accord. Donc, la valeur actuelle de ma rente perpétuelle croissante, le prix, ça revient au même, ici, de ma rente perpétuelle croissante, c'est F sur R-G. Et cette formule-là, on va l'utiliser souvent. Et vous allez le voir, c'est une des formules essentielles pour comprendre un petit peu comment on évalue sur les marchés boursiers la valeur fondamentale des actions. Lorsqu'on utilise la méthode actuarielle et qu'on l'applique donc à l'évaluation des actions, on utilise cette formule-là parce que, comme vous le savez, les actions sont des titres à durée de vie indéfinie, contrairement donc aux obligations qui ont, pour la plupart, une échéance fixe. Voilà, donc on utilisera cette formule, alors qui sera avec une formule simplificatrice, parce que dans le cas des actions, le taux de croissance des firmes n'est pas connu avec certitude. On fera l'hypothèse que ce taux de croissance est constant pour des firmes arrivées à maturité, mais c'est bien sûr une hypothèse qui est critiquable. Ça nous permet d'avoir une idée de la valeur fondamentale des titres. Ça ne nous permet pas d'avoir une idée, une évaluation précise de ces titres. En tout cas, voilà, notez ici cette formule qui est très importante. Voilà, voici la formule donc 4.11 que je vous présente ici. Je vous le disais, le prix, c'est la valeur actuelle. Ok. On reprend l'exemple du gala d'étudiants. Dans le cadre de notre exemple précédent, c'était l'exemple 4.7, vous vous souvenez, on avait un coût fixe de 30 000 €,
par an. Mais c'est assez peu réaliste de supposer que le coût sera fixe. On doit tenir compte eh bien, de l'inflation, hein, le coût du gala. On va supposer qu'il augmente de 4% par an. Et donc, il ne faut pas simplement avoir une rente perpétuelle, mais il nous faut une rente perpétuelle croissante. Quelle est la somme que l'on doit réunir pour pouvoir financer un gala qui, dans un an, coûtera 30 000 euros, mais qui coûtera davantage dans le futur? Eh bien, pour réfléchir à ce type de problème, on utilise les rentes perpétuelles croissantes. Je ne vous laisse pas longtemps pour réfléchir, j'y vais tout de suite. Donc, vous avez un peu la même chose que précédemment. Mais au lieu de 375 000 euros, il vous faudra doubler cette somme pour pouvoir financer à l'infini donc ce gala dont le coût augmentera régulièrement chaque année de 4%. Ici, les chiffres sont tels que ça double. Ça ne double pas forcément, hein. Ça correspond juste ici donc à un rapport de 1 à 2 entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation. OK. Alors, dernier cas de figure, mais je pense que vous pouvez anticiper sur le dernier cas de figure. On a vu les rentes perpétuelles, les annuités constantes, les rentes perpétuelles croissantes, et donc on va voir maintenant les annuités croissantes, hein. C'est le quatrième et dernier cas. Donc, vous avez une séquence de flux finie avec une date N, des intervalles de temps, je le répète, qui sont réguliers, et un flux qui croît à un taux constant, qui est le taux G. Un G pour growth, hein, le taux de croissance. Et la valeur actuelle d'une annuité croissante, elle s'exprime ainsi. Je ne vais pas refaire la démonstration, elle est très similaire à ce qu'on a fait précédemment. Je donne directement ici la formule, c'est l'équation 4,12. D'accord. On revient sur l'exemple de l'épargne retraite. Et là aussi, on va rendre l'exemple un petit peu plus réaliste. Donc, souvenez-vous, Constance voulait constituer son épargne retraite en épargnant 10 000 euros par an. En fait, on peut imaginer, et c'est plus réaliste, que l'épargne croît avec le temps, parce que généralement, hein, le salaire croît avec l'expérience et donc avec le temps. Donc, plutôt que d'épargner 10 000 euros tous les ans, Constance prévoit une augmentation de salaire de 5% tous les ans jusqu'à sa retraite. Et donc, elle va augmenter son épargne chaque année de 5%. Ça va lui permettre d'avoir un patrimoine plus élevé à ses 65 ans, ce qui lui permettra ensuite d'avoir des pensions retraite plus élevées. Alors, quel est le montant du patrimoine dans 30 ans? Eh bien, je ne vous laisse pas trop le temps de résoudre le problème, il suffit d'appliquer la formule. Hein, voilà, on essaie de gagner un tout petit peu de temps. Vous reprendrez ça chez vous, vous aurez le temps de le reprendre. Donc c'est le même problème que précédemment. On n'applique pas tout à fait la même formule. Et donc, on a un capital qui s'élève à 2 625 000 euros dans 30 ans. C'est quasiment 1 million de plus que précédemment. Et vous remarquerez ici quand même, hein, j'ajoute, quand vous reprendrez ce calcul-là chez vous, vous remarquerez que je l'ai bien fait en 2 étapes. J'ai d'abord calculé la valeur actuelle et puis j'ai transposé cette valeur actuelle dans le futur. OK. J'ai bien été obligé de raisonner en 2 étapes, alors que, bon, dans l'exemple précédemment, j'avais fait le calcul en une seule étape parce qu'il était plus simple, ce calcul. Donc, je m'étais permis de calculer directement la valeur future. Là, quand même, il est plus raisonnable de passer d'abord par le calcul de la valeur actuelle et puis transposer cette valeur actuelle dans 30 ans. Voilà, c'est pour ça que vous avez ces 2 étapes de calcul. Vous reprendrez ça chez vous. J'avance un petit peu. Aussi pour vous dire que la formule que vous voyez ici, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière, hein, c'est cette formule-là. C'est cette formule-là, je vais la réécrire. Cette formule-là, elle est très générale. C'est la plus générale de toutes. Parce que vous allez voir qu'on peut très bien, à partir de cette formule générale, obtenir bien chacun des cas particuliers que l'on a abordés. Je l'ai réécrite ici, hein, la formule générale. Quand n tend vers l'infini, donc là, on a la formule pour une annuité. Quand n tend vers l'infini, bah, qu'est-ce qui se passe?
eh bien, 1 plus G sur 1 plus R va tendre vers 0. Et donc, on a F sur R moins G. Donc, on a le cas des rentes perpétuelles. Et puis, si on suppose que G est nul, eh bien, on passe d'une séquence de flux croissante à une séquence de flux constante, hein, avec un taux de croissance nul. Et vous voyez bien que si G égale à 0, eh bien, vous retombez sur le cas des annuités. D'accord? Donc, cette formule-là, elle est très générale. Il suffit soit de faire tendre n vers l'infini pour passer des annuités aux rentes, soit faire tendre, enfin, soit égaliser G à 0 pour passer eh bien, des séquences de flux croissantes à des séquences de flux constantes. OK? Mais juste vous. Monsieur, excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui, je répète. Donc, je disais que la formule des annuités croissantes, elle était générale pour 2 raisons. Parce que vous pouvez choisir de faire tendre n vers l'infini. Quand vous faites tendre n vers l'infini, c'est ce que j'ai fait ici, dans la suite. Eh bien, cette petite parenthèse-là tend vers 0, puisque G est inférieur à R. Et donc, on obtient, en partant de l'annuité croissante, en faisant tendre n vers l'infini, on obtient la rente perpétuelle croissante. OK. La rente perpétuelle croissante, c'est un cas particulier de l'annuité croissante, avec n égale à l'infini. Et puis, vous pouvez également aussi utiliser cette formule pour considérer des rentes perpétuelles ou des annuités constantes. Il suffit de considérer que le taux de croissance est nul. Hein, si on a une séquence de flux croissante avec un taux de croissance nul, eh bien, ça revient à dire que vous avez une séquence constante. Et si vous prenez G égale 0, prenez G égale 0 ici, vous voyez bien que vous retombez, si vous vous en souvenez un petit peu, sur la formule des annuités constantes, avec G égale 0. Et ici, si je suis en plus dans le cas des rentes perpétuelles, en faisant tendre n vers l'infini, avec G égale 0, bah, j'obtiens F sur R, qui était le résultat qu'on avait démontré initialement pour les rentes perpétuelles constantes. Voilà. C'est plus clair? Oui, merci. De rien. OK. On avance encore un petit peu et je vous disais tout à l'heure, on fait des petites pauses parce que sinon c'est un petit peu difficile. Dernier point et après je vous fais faire une pause de 5 minutes. Juste pour vous dire qu'on a considéré jusqu'à présent uniquement des périodes d'1 an pour simplifier les choses. Mais on peut avoir évidemment des périodes infra-annuelles. On a pas forcément des annuités, on peut avoir des trimestrialités, des semestrialités, on peut avoir des mensualités. On peut aussi avoir des périodes qui ne sont pas forcément des périodes régulières. Bon, on va traiter tout cela la semaine prochaine, hein, davantage, mais les principes sont bien sûr les mêmes. D'accord? On n'est pas obligé d'avoir des flux qui se produisent à des intervalles d'1 an, évidemment pas. Voilà, donc je vous donne un petit exemple, on va le faire ensemble. Alors, je ne vous laisse pas le temps d'y réfléchir, on le fait ensemble. Vous pouvez payer comptant 20 000 € pour l'achat d'une nouvelle voiture ou alors emprunter contre des mensualités de 500 € par mois pendant 4 ans avec un taux d'intérêt mensuel de 0,5%. Quelle est la meilleure option? Eh bien, il faut calculer la valeur actuelle de notre séquence de flux. Donc là, on n'a pas une annuité, mais on a une mensualité de 500 € par mois pendant 4 ans. Alors, on a combien de termes? Répondez-moi rapidement. Parce qu'on a 4 termes quand on va construire notre échéancier. On n'a pas 4 périodes, hein. On en a beaucoup plus parce qu'on a des mois. Donc, c'est 4 fois 12, évidemment. Hein. Je n'ai pas fait l'échéancier là, mais vous pouvez l'imaginer. On a 4 fois 12 périodes. Hein. Notre séquence de flux, elle est sur 48 périodes. OK? Évidemment. Donc, le calcul est très simple, c'est un calcul de valeur actuelle. On va calculer la valeur actuelle de notre séquence de flux de 500 € au taux de 0,5%. Là aussi, je vous fais part d'une petite remarque qui est toute bête, mais souvent les étudiants se trompent. 0,5%, c'est pas 0,5. 0,5%, c'est 0,005. Faites attention lorsque vous faites les calculs, lorsqu'on a des taux très faibles. Généralement, vous faites cette étourderie, vous considérez
comme valeur, la valeur 0,5, alors que c'est 0,5%. D'accord. Donc la séquence de flux, elle a rien de très difficile, si ce n'est qu'on a bien 48 flux et pas 4 flux parce que c'est 4 ans, certes, mais c'est des mensualités, donc des paiements tous les mois, donc 48 paiements. OK. Alors bon, le résultat, il est qu'il vaut mieux payer au comptant, puisque la valeur actuelle de ma séquence de flux est supérieure au paiement comptant. OK. Quitte à emprunter, hein. On va payer comptant, quitte à emprunter, mais il vaut mieux emprunter que de réaliser la séquence de flux qu'on me propose. Voilà. C'est un dernier petit exercice avant de passer aux 2 dernières sections de la journée.